Ne la touche pas, sale pute! Je me rappelle avoir été dégoûté à l'époque par une critique de film considérant qu'Alien c'était une bonne série B, même un syndrome du Monsieur Plus. Pour eux, tout était dans le spectaculaire, la destruction aussi puérile qu'un jeu vidéo, parce que oui, ils n'étaient pas en état de grâce à l'époque en 1985, l'ont passé pour eux de l'organisme suprême au monstre chair à canon. Ça les arrête même pas. Ça les arrête même pas. C'était l'alien qui était soi-disant indestructible, hein, pourtant il n'avait pas d'arme dans le premier, comment pouvait-il le savoir? Et surtout il ne pouvait pas tirer dans un vaisseau à cause de l'acide. Mais sur une planète, rien à battre, hein. Alien c'est le Vietnam de la science-fiction et Cameron va montrer que son savoir-faire est ultime, un homme qui a effectivement le goût du grand spectacle, du film parfait. Bioréaction normale à l'écran, elle doit être vivante. Nous allons parler ici bien sûr de la version longue, hein, bien plus intéressante. Ripley va donc se réveiller 57 ans après avoir dérivé dans l'espace et apprendre que tous ceux qu'elle connaissait et aimait sont morts, sa fille y compris. Elle est déchue par la Weyland-Yutani, ne trouve qu'un petit boulot et saisie de cauchemars toutes les nuits. Et apprend que la planète, hein, LV-426, où les œufs du premier alien avaient été trouvés, a été colonisée avec des familles. Combien sont-ils? Combien de colons y a-t-il? Je n'en sais rien, 16 ou peut-être 17 familles. N'ayant plus aucun contact avec cette dite colonie, l'armée va envoyer ses Marines et Ripley va se joindre à eux pour affronter sa peur et ses cauchemars. C'est bien pour les détruire que vous allez là-bas. C'est la mission, vous avez ma parole d'honneur. D'accord, je pars. 7 ans après, donc 7 ans après, un cinéaste ose donc réaliser la suite du film de Ridley Scott, soi-disant intouchable, Alien le 8e passager. Pour beaucoup, en tout cas à l'époque, les suites sont mal vues. Si c'est Stallone avec son Rambo, ça passe parce que c'est jouissif. Les critiques trouvent toujours le film idiot mais jouissif. Mais quand c'est pour faire la suite à un grand film, à un chef-d'œuvre comme Alien, ça ne passe pas et Cameron devient un tâcheron alors que son Terminator 1 est toujours adulé. Chérie, tu veux que je t'apporte tes pantoufles? Oh oui, merci sergent, ça serait extra. Regarde-moi dans l'œil. Bizarre, point du tout mes bonnes gens, de l'aveu même de Christophe Gans, que j'avais rencontré lors de sa tournée pour Crying Freeman, j'ose lui poser la question du pourquoi tant de haine, et lui de me répondre du tac au tac avant même que je termine ma question, on n'a rien compris à l'époque. Je souffle, Alien est bien donc une grosse baffe, un poing dans la gueule, un bulldozer qui démonte et qui pour certains doit prendre le temps d'être digéré. Des Marines! Un coup de tes fesses, Marine, tu vas rater la bagarre! Une chose est sûre, moi je suis au taquet le 8 octobre 1986 à la deuxième séance, 16h30, il n'y avait pas de séance le matin, je rentre, je m'assois sur les escaliers en attendant la fin de la première séance, j'attends 2 minutes et j'entends « Ne la touche pas, sale pute !» Je me dis que le son est fort et que je risque de me spoiler, je recule, je bloque l'entrée pour être sûr d'entrer dans la salle en premier, une chose est sûre, le son est à fond. Ne vous approchez jamais, Bishop, c'est bien clair? Elle non plus, elle aime pas le pain de maïs. 2h15 plus tard, je suis tellement choqué par le film que je le revois directement. De suite, là, maintenant. Et bim, rebaffe. Non, Newt, ferme les yeux! Je n'en reviens pas. Ce n'est pas que je le préfère au premier, c'est que je le préfère tout court. Je ne le compare à rien, j'aime le film en tant que tel, sans penser à la franchise, sans penser à Alien le 8e passager, bref, je n'en reviens pas. Alors d'où viennent les œufs? Parce que c'est ce que j'aime avec cette trilogie. 3 films, 3 visions, 3 chefs-d'œuvre. Mais ça, je ne le sais pas encore.
Quelques temps plus tard, un deuxième baffe, puisqu'en 1992, en place de responsable des commandes et notamment des imports, je vois une VHS sur le listing de mes commandes Aliens Director's Cut. J'en commande une quinzaine, hein, c'est du PAL, c'est de l'anglais, il n'y a pas de sous-titres. Je me dis, bon, on va bien voir ce que ça donne. 15 jours plus tard, la chose arrive, je la regarde, et donc, rebaffe dans la tronche, scène en plus, tout est parfait, c'est encore mieux, je ne comprends plus rien. Le découpage de la porte au début de la navette de Ripley, hein, le laser qui rentre et qui nous balance des bases d'un autre monde, bref un régal en hi-fi stéréo, avant que le laserdisc puis le DVD et le Blu-ray bien sûr ne fassent leur affaire. James Cameron, un réalisateur unique, va oser. Oser ne pas refaire un remake, hein, une ressucée du premier film, mais l'inverse, un film d'action démentiel. Il ne sert à rien de comparer les deux films, ils sont chacun la vision du xénomorphe et de leur propre cinéma. On se calme, hein. La patrouille n'est pas finie. Associé à la productrice Galan Hurd, hein, future femme, hein, qui n'est pas en reste, ils vont créer donc Tech Noir, leur société de production, en l'honneur du premier Terminator, dont c'était la boîte de nuit. Hurd a produit et coécrit Terminator 1, hein, supervisera le lancement de L'amour en fuite de François Truffaut, et oui, ou Chromosome 3 de David Cronenberg. Elle produira nombre de grands films comme Abyss, Tremors, L'ombre et la proie ou la série The Walking Dead. Quoi? J'en ai trouvé une. Elle est vivante. Vous en faites pas, ça va. Effectivement, Aliens n'est pas un film d'épouvante en soi, et encore, le premier Chestbuster avec la musique d'Horner dans le nid des aliens qui sort du corps m'avait bien fait sursauter à l'époque. Mais c'est bien un film de guerre, perdu d'avance, certes, nous le savons, mais un film de guerre quand même. Une seconde, mon image est multiple. Il se rapproche. Les infrarouges, les mecs! Cameron est un maître dans l'art du rythme, hein. Il doit se passer quelque chose toutes les 15 minutes, et c'est un virtuose de l'action et du suspense, son Terminator étant à la fois un film de SF et d'horreur. La photo superbe d'Adrian Biddle, hein, dont c'est le premier travail, est étonnante. Il va nous calmer sur des films tels que Willow, Thelma et Louise, 1492 Christophe Colomb, Juge Dredd, La momie et son retour, Le monde ne suffit pas ou Le règne du feu. Il décédera malheureusement en 2005, hein, V pour Vendetta lui est dédié son dernier film. Verbowski! Verbowski! Oh les flingues! Ouais! Feu et métal, métal hurlant, hurlant de peur, les protagonistes d'Aliens sont réellement bien écrits, aussi bien que ceux du premier, malgré le fait que ce soit des Marines. À l'instar de Ripley, Dallas, Brett, Lambert, Kane, Ash ou Parker, hein, les héros du premier film, ici nous devenons bien sûr vite fans de Ripley, qui est elle toujours magnifiée, hein, et de X, Hudson, Vasquez, Bishop, Appon, Ferro, Dietrich, Frotz, Spunkmeyer, quel nom celui-là, Crow ou Wierzbowski, que j'adore aussi. Même si on ne les voit d'ailleurs que quelques secondes à l'écran. Ce sont des soldats très bons dans leur métier, hein, mais ils sont comme souvent peu au fait de ce pourquoi ils vont être engagés. Allez, on y est presque! Allez les mecs! Parce que ça rigole au début, hein, ça blague, ça envoie des fions dans la gueule, mais une fois à terre c'est fini, il faut bosser. Et ce qu'ils voient n'enchante personne. La base des colons est déserte, hein, ou presque, une seule rescapée, une petite fille qui servira de moteur de survie pour Ripley. D'ailleurs, le film est un film de femmes, il faut y penser. Ripley, Vasquez, Newt en devenir, mais qui en remonte en tant que survivante. Et cette reine alien qui cherche aussi à protéger ses enfants. Un personnage aussi important que les autres. Où je la mets? Mais le film ne se fit bien sûr pas sans peine. Walter Hill et David Giller, hein, ont bien voulu attendre que le Terminator premier du nom soit fini, mais cela suffit à faire douter les deux hommes. Une suite est-elle possible? Doit-on la faire? Ils se posent plusieurs questions, mais la Fox a besoin d'un blockbuster pour l'été. Confiance. Le meilleur
moment pour le cinéma là-bas. Et le feu vert est donc donné, sans restriction pour Cameron d'ailleurs, si ce n'est que le film doit ressembler à celui de Walter Hill sans retour, où des militaires étaient pourchassés dans le bayou, munis d'armes avec des cartouches à blanc. Oui, parce qu'une seule de ces saletés a balayé tout mon équipage, et il a fallu en tout moins de 24 heures. La Fox ne pense pas que reprendre Sigourney Weaver soit une bonne idée, de peur que le cachet demandé ne fasse exploser le budget. Cameron lui insiste, tout son script est basé dessus, c'est pour lui une obligation qu'elle revienne. Vous avez commencé, il faut finir. Allez, montrez-moi tout. J'ai pas besoin qu'on me tienne la main. Mais cette fois, pas de viol en tête, Ripley ne se laissera pas faire, elle ne veut plus être une victime, elle devient une survivante prête à tout. Certains effets lumineux et musicaux et jets de vapeur seront repris dans ce volet afin de faire un lien cinématographique, mais du film à suspense, Cameron partira sur le spectaculaire. L'intention de Cameron était de faire ce film hybride avec un peloton de Marines dans l'espace, rarement vu, voire jamais au cinéma, et la relation de Ripley, de la créature et de l'enfant. Les voilà, là-bas. Allez. Le film, dans sa version longue, nous montre le vaisseau alien découvert dans le premier, ici plus métallique et moins organique, ce qui est peut-être la seule chose que je lui reproche, redécouvert par les parents de Newt. Les aliens changent eux aussi. Ils ne ressemblent pas à ceux du premier, ce sont des guerriers prêts à tout pour protéger la reine. Geiger étant pris sur Poltergeist 2, il n'a pas le temps de venir pour le film. C'est le plus grand changement de design en rapport au premier, où l'alien possède un crâne lisse et translucide, alors qu'ici Cameron, lui, va préférer une texture plus rugueuse. Tout tuer, De plus, Cameron décapite ce qui avait été décidé sur le premier Alien dans le scénario, l'effet perpétuel de la relation entre la victime et l'alien, puisque les victimes deviennent des œufs, mais du coup jamais montré dans ce film, puisque ça n'a été montré que plus tard avec les laserdiscs, les DVD et les Blu-ray, et estime qu'il peut se faire plaisir et donc inventer une créature qui pond ses fameux œufs, une idée plausible et loin d'être contradictoire. Ce qui est le plus étonnant quand même, c'est 18 millions de dollars de budget pour faire Aliens seulement. 18 millions. Quand l'on voit certains budgets dépensés pour des résultats, rappelez-vous Krull et ses 40 millions, c'est là que le talent de James Cameron entre en jeu. Son budget est toujours adapté au film qu'il réalise. Et sur Aliens, on en a plus que ce qui a été dépensé. Et puis il y a quand même un putain de combat entre la reine alien et un robot, bordel. Entre une reine alien et un robot, je ne pensais jamais que j'allais voir ça. Ce Fenwick, dirigé par Ripley, est absolument génial. On voit que l'influence du Japon que Cameron adore, il est fan de manga et d'animé, est là. Le film est donc bien plus subtil que ce que les critiques pensaient à l'époque. Même Cameron, qui est fan des réalisateurs, réutilise ce que Carpenter et Romero avaient fait avant lui, un huis clos, anxiogène, où les gangs et les zombies sont remplacés par les xénomorphes. Sid Mead, concepteur, créera le Sulaco, le vaisseau des Marines. On le connaît pour le premier Star Trek, Tron bien sûr, les motos, les chars d'assaut et les transporteurs, c'était lui. Blade Runner pour les véhicules et 2010 pour le Leonov. Ron Cobb, l'homme derrière les designs de Conan le Barbare de John Milius, c'est pas rien, des Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, du premier Star Wars en 77, du Nostromo pour le premier Alien, et tant d'autres, sera l'homme qui va dessiner la base. X, Hudson, activez vos détecteurs de mouvement. Fabuleusement réaliste et métallique, en collaboration avec le grand Peter Lamont pour lui la construction de ces fameux décors, qui a travaillé sur nombre de James Bond, va se révéler mais fabuleuse.
Cameron dessinera, lui, la reine alien, hein, qui va travailler avec Stan Winston, oui, le maquilleur de Terminator qui revient, et futur créateur des dinos de Jurassic Park. Ce sera lui qui fera tous les maquillages des monstres. Les armes du film hein, sont de véritables armes décorées pour bien sûr leur donner un aspect futuriste. Alors les Puzzle Rifle hein, sont des Thompson SMG modifiés greffés à l'extrémité d'un fusil à pompe franchi Space 12 afin de créer l'effet d'un lance-grenade incorporé au fusil. C'est l'arme qu'ont tous les Marines. Les Smart Guns hein, de Vasquez et Drake sont des mitrailleuses allemandes MG42 maniées par les acteurs grâce à un système de Steadicam. Et oui, vous savez, c'est le bras où la caméra se pose et qui est attaché au torse pour pouvoir filmer les gens en le poursuivant dans la rue et en restant toujours très stable. Ces armes seront en plus décorées de parties de moto. Le tank APC vient d'un vieux tracteur de pushback d'avion. Hein, vous savez, ces petits tanks qui amènent les avions dans les aéroports américains. Tout cela fut créé par John Richardson, même l'exosquelette de Ripley. Il va aider aussi à ce que la reine alien hein, puisse se mouvoir dans certaines scènes. Hein, elle était dure à contrôler et va s'occuper aussi du corps coupé en deux de Bishop à la fin, puisque les maquillages de Stan Winston fonctionnaient, mais il fallait bien quelqu'un pour faire bouger les corps. Certaines scènes furent très dures à contrôler. Un feu et fumée manquèrent d'intoxiquer une partie de l'équipe. Bah oui, le plastique, quand ça brûle, bah ça pique et c'est pas très agréable. Tourné entièrement à Londres, l'équipe fut assez anti-Cameron, d'ailleurs parce qu'il était canadien en premier, hein, et les délais et le travail rapide du réalisateur ne s'accommodaient pas aux pauses exigées par l'équipe anglaise et leurs besoins de leur thé à 17h. Elle a été incinérée et enterrée au cimetière de Westlake, dans l'état du Wisconsin. Alors dans la version longue, il y a des scènes des plus intéressantes. Hein. Ripley va d'abord apprendre la mort de sa fille. Hein. Elle n'a pas eu d'enfant. Cette scène est pourtant cruciale pour sa relation avec Newt dans le film qui suit. Mais bon, ça a été abandonné par Cameron. Matricule 1 44 72 a fait preuve d'un grave défaut de jugement. La scène de la commission d'enquête aussi est beaucoup plus longue. Hein. On y voit l'équipe du Nostromo derrière et la sentence contre Ripley est beaucoup plus détaillée. Sur LVK-26, on y voit les colons travailler et un enfant sur un tricycle filmé comme dans le Shining de Kubrick. Les parents de Newt hein, trouvent l'épave du vaisseau sur un terrain qui n'a jamais été exploré. Les deux enfants, vrais frères et sœurs dans la vie, restèrent dans leur véhicule jusqu'à ce que leur mère revienne appelant à l'aide. Hey, ici Alpha Kilo 09, au secours, venez vite, c'est horrible, vite ici Alpha. Son mari ayant un facehugger sur le visage. On a ce bijou à visée automatique qui a mise à feu laser. Waouh! Vous allumez une ville entière avec ce tromblon. Lors du vol pour l'atterrissage, hein, Hudson décrit toutes les armes qu'il y a à bord pour rassurer Ripley. Ce Hudson et Vasquez aussi fouillent les locaux, hein, entendent des mouvements avec le bip de leur radar, mais ce ne sont que des rats dans une petite boîte à jeux. Lors de la scène de rapprochement entre Newt et Ripley, elle va lui demander si elle a eu un enfant, hein, scène aussi que je trouve un peu cruciale. 150 sur le dé. Allez, bordel, arrête-les. Et la scène qui fait triper à peu près tout le monde, c'est celle des Sentry Guns. Hein. Ce sont des armes qui sont disposées dans les couloirs, qui réagissent au mouvement et qui tirent à foison sur les aliens, jusqu'à épuisement des balles. Et là, c'est le cas. Moi, c'est Dwayne. Hélène. Pour finir, une dernière scène assez intime entre X et Ripley avant qu'elle aille chercher Newt, où ils échangent leurs prénoms.
revient donc avec toujours dans le rôle la fabuleuse Sigourney Weaver, payée $1 million, une somme assez astronomique à l'époque et qui entame bien le budget de 18 millions de Cameron, plus un pourcentage sur le box-office. Elle y est excellente en femme d'action et en mère de famille. Elle est en pleine explosion hollywoodienne puisque suivront Working Girl de Mike Nichols, Gorille dans la brume de Michael Apted, SOS Phantom 2 d'Ivan Reitman, puis bien sûr Alien 3 où là elle sera payée $5 millions, tête rasée exigée. Maman! Oh ma chérie. Elle est doublée par sa voix habituelle, Tanya Torrance, qui doubla aussi Jessica Rabbit et tant d'autres. Je ferai ce qu'il faut pour nous deux. Cela dit, on va tout faire pour qu'on n'en arrive pas là, hein. Michael Biehn, que j'adore, arrivera sur le tournage alors commencé. Il va remplacer en effet l'acteur James Remar, vous savez, le méchant de 48 heures, qui jouait donc le rôle de X, mais qui fut arrêté pour consommation de drogue par la police. La bombe, casse-toi de là! Biehn est bien connu des fans de Cameron pour avoir joué Kyle Reese dans le premier Terminator. Il est excellent en Caporal X et reviendra dans la version longue de Terminator 2 lors d'un rêve de Sarah Connor et bien sûr le lieutenant Coffey dans Abyss. Je décide qu'on va décoller et balancer une charge nucléaire. Là, on sera sûr du résultat. Alors il devait jouer dans Alien 3, mais les producteurs en ont décidé autrement et payèrent par obligation ce cher Biehn autant que dans le second opus, alors qu'il n'y jouera pas une seule minute. Doublé ici par Mac Alphos, qui est excellent, qui est la voix de Russell Crowe, notamment dans Gladiator, ou le sergent Zim joué par Clancy Brown dans Starship Troopers de Paul Verhoeven. Il fait nombre de voix chez Disney et est connu pour être monsieur indestructible chez Pixar, et oui, le grand film de Brad Bird. Enfin, quoi? Non mais vous entendez ce qu'elle raconte? Elle est paranoïaque, elle perd la tête. Paul Reiser, l'infâme Burke de chez Weyland-Yutani, fut connu dès son premier film Dinner en 1982 aux côtés de Steve Guttenberg, Mickey Rourke ou Kevin Bacon. Il joue un petit rôle dans Le Flic de Beverly Hills 1 et 2 et cartonnera dans la série Dingue de toi et on le retrouvera à la télé sur Stranger Things dès la saison 2. J'ai pris cette décision et c'était mal pensé. J'ai mal joué, Ripley. Oui, j'ai mal joué. Oui. Alors il est doublé ici par Roger Crouzet et oui, la voix de Leo Getz, Joe Pesci dans Les Armes Fatales. Bon il faut le dire, Burke est infâme, c'est une saloperie, il travaille pour Weyland, on lui fait jamais trop confiance, surtout en VF d'ailleurs, parce que la voix en VO passe un petit peu mieux, mais la VF lui donne vraiment un air, je te fais pas confiance mon gars dès le départ. Il est infâme et finira comme il doit finir. T'as plus besoin de rien? Non. Lance Henriksen, qui joue l'androïde Bishop, est encore une fois au top, vraiment excellent. C'est un grand ami de James Cameron, il y joue un personnage dans la première partie assez mystérieux, puis sera celui qui sauve la mise à Ripley. Beau travail. Ah oui? Oh oui. Il est doublé par le grand Med Hondo, la voix d'Eddie Murphy, puis par Bernard Tiffen dans les scènes de la version longue, connu lui pour ses voix de Christopher Walken ou Donald Sutherland. Regarde-moi. Où sont-ils? On les a tués. Je peux partir maintenant, Ti. Carrie Ann, la jeune Newt, n'a joué que dans ce film. Sa relation avec Ripley, qui évolue jusqu'au stade où elle l'appelle maman, est juste démentielle. Oh! Trouvez le frein et stoppez le train. Ils sont là. Vivant ou... Bill Paxton que l'on ne présente plus sur cette chaîne, seul acteur à avoir donc été dézingué par un Alien, un Terminator et un Predator, a joué dans un grand nombre de films, dont le Titanic de James Cameron bien sûr, ou le Edge of Tomorrow, aux côtés de Tom Cruise, où il y est d'ailleurs hilarant, il reprend le rôle d'un militaire très semblable à Hudson. Il y est doublé pour la première fois par José Lucioni, ainsi que dans Predator 2. Il t'est jamais arrivé qu'on te prenne pour un mec? Non. Et toi? Janet Goldstein, cette chère Vasquez, a joué dans nombre de films cultes, aux Frontières de l'aube de Catherine Bigelow, bien sûr, Presidio de Peter Iams avec Sean Connery et Mark Hamill, L'Arme Fatale 2, c'est elle le flic qui explose sur le plongeoir de sa piscine, Terminator 2, c'était la maman adoptive, souvenez-vous, de John Connor, ou Titanic. Vasquez, vous venez!
Sylvie Fay, hein, sa voix française, doublera l'héroïne de Vendredi 13, Ornella Muti ou Baudérec. Gorman, hein, l'officier incapable, est joué par William Hope, qui jouera dans Scanners de Cronenberg, Hellraiser 2, Le Saint, Triple X ou le premier Captain America. Son doubleur est Jean-Luc Kaiser, un voix de Jonathan Pryce ou Woody Allen. On y va, Mekai, vous connaissez la manœuvre, alors grouillez, tas de cons, transpirez. Hudson, amène-toi, amène-toi. Et enfin, bien sûr, le sergent Apone, hein, excellemment joué par Al Matthews, à son petit nombre de films comme American Way, La Malédiction Finale, Ragtime ou Demain ne meurt jamais. Il est parfaitement doublé par Joel Martineau, hein, la voix de James Woods, Peter Weller, et est hilarant quand il engueule Hudson en mâchouillant son cigare. T'es une sale vache. Pour finir, Mark Rolston, hein, dans le rôle de Dreg et pote de Vasquez avec l'autre Smart Gun, a été vu dans L'Arme Fatale 2, Robocop 2, Les Évadés, L'Effaceur, Daylight, Saw 5 et Saw 6. James Horner vivra un enfer sur Aliens, il faut le dire. Hein, la musique est géniale, mais elle a été composée en moins de 3 semaines. C'est vraiment énorme. 3 semaines pour composer ça. Bah, du coup, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Il lâche ce qu'il enregistre à Cameron au fur et à mesure. Hein. Cameron n'a toujours pas fini le film. Il doit inventer les musiques. Si vous écoutez la piste isolée sur le Blu-ray et que vous connaissez comme moi le disque, hein, les morceaux non retouchés d'Horner, les coupes s'entendent, les mélanges des morceaux sont vraiment infâmes. C'est foutraque à l'écoute, mais parfait sur le film. On entend même d'ailleurs, hein, lors de l'apparition de la Reine Alien et la fameuse scène de l'ascenseur, hein, des morceaux du premier film de Jerry Goldsmith. Hein, c'est assez étonnant. Lorsque le CD sortira chez Varese à l'époque, hein, l'étonnement est de mise. Malgré ses débuts prometteurs, Horner est déjà considéré comme un compositeur qui recycle autant la musique des autres que la sienne. Et pourtant, comment ne pas rester béat devant le travail fourni en si peu de temps? On sent effectivement, hein, l'influence de Goldschmidt, hein, notamment sur le main title, qui va nous asséner une musique martiale sur le reste et aux ambiances extraterrestres plus que réussies. Considéré à l'époque comme un chef-d'œuvre pour moi de vache maigre, la réhabilitation de la musique se fera comme d'habitude avec le temps. L'album sorti chez Varese Sarabande en 1987, hein, puis une version deluxe un peu plus longue en 2001, nous satisfera pleinement. Seul le Blu-ray propose des versions complètes, hein, telles qu'Horner les voulait à l'origine ou telles qu'on l'entend dans le film. Elles sont présentes sur 2 pistes séparées. La musique sera réutilisée dans de nombreuses bandes annonces et même sur le final de Piège de cristal de John McTiernan. La partition d'Alien, c'est essentiel pour ces morceaux atmosphériques comme Sublevel 3 où les marines, vous savez, descendent dans le nid. Les scènes d'action, bien sûr, hein, furieuses et enlevées comme Ripley's Rescue ou Futile Escape qui nous laisse à plat. Donc le carton du film va être total avec plus de 131 millions de recettes au box-office mondial à l'époque, hein, c'est même monté depuis, Oscar du montage son, des effets visuels ainsi qu'un BAFTA, Saturn Awards du meilleur film de science-fiction, meilleure actrice, meilleur second rôle pour Bill Paxton et Janet Goldstein, meilleur réalisateur et scénario et j'en passe. Ici. Quoi? Oh, attends, je passe d'abord. Entrez ou sortez, mais traînez pas. Moi, pour moi, c'est simple. Je pensais pas qu'on pouvait égaler un autre film en allant totalement ailleurs. C'est la première fois que je voyais ça. On fait Alien, qui est un thriller, un film d'épouvante, ce que vous voulez, et on fait Aliens, c'est un film de guerre comme on n'en a jamais vu. Et c'est la même franchise.
Et c'est voilà, je trouve que l'idée est formidable. Hein. Ils vont réitérer l'exploit avec Alien 3 malgré le remontage. Et donc c'est un fameux 7 sur 6. J'ai même envie de lui mettre plus à celui-là parce que il m'a fait fantasmer, mais comme un gros malade, Donc voilà, 7 sur 6, chef-d'œuvre absolu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Comme le 1, hein, le 1 avait 7 sur 6 aussi bien sûr. Mais c'est pour moi, voilà, c'est une saga mais avec des visions différentes et donc on peut leur mettre la même note. Pouce haut, pouce bas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, venez, on a encore du lourd qui arrive derrière. Je vous dis à très bientôt, bye bye.